m'inquiète un peu. Je comprends qu'on ne devrait pas comparer aux natifs, un peu comme on s'est dit. Mais je pense à notre faculté où nous avons des francophones natifs et les francophiles. Et si on était pour instaurer des compétences qui étaient différentes des deux clientèles, j'ai peur de l'effet que ça pourrait avoir sur les non-natifs. Réaction? Est-ce que c'est ça que tu suggères, Michael? À mon avis, ça ne serait pas deux niveaux différents. Ça serait un niveau pour tout le monde, une description du niveau minimum, pas de l'idéal, mais du minimum que tout le monde devrait atteindre afin d'être un enseignant de français langue seconde. Et non un niveau pour ceux qui sont francophones et un autre niveau pour ceux qui ne le sont pas. Et c'est plutôt de ne pas utiliser peut-être les termes pour distinguer, mais d'avoir une description positive de ce qu'on devrait être capable de faire comme enseignant de français langue seconde, peu importe si on est francophone, francophile, locuteur natif, non natif. Oui, moi je suis d'accord. Les qualifications minimales seront les mêmes. Et si un locuteur, si un francophone dépasse les qualifications minimales, ça ne l'empêche pas d'enseigner le français langue seconde. Okay, je voulais juste dire que ce qui est très important, c'est pas d'utiliser des mots comme natif et tout ça, c'est d'avoir des descriptifs comme on a dans le Common European Framework. Donc d'avoir des critères descriptifs. OK, Lucille. Est-ce que tout le monde a entendu la question? OK, Monique. On demande un niveau plus élevé pour l'immersion, d'abord, et on demande un niveau plus élevé pour l'immersion secondaire que pour l'immersion élémentaire, et on demande un niveau plus élevé pour le français de base secondaire que pour le français de base élémentaire. J'aimerais soulever la question de l'importance d'avoir des modèles langagiers très, très forts pour les débutants, les plus petits enfants qui sont à l'âge optimal pour apprendre une langue. J'aimerais savoir si vous êtes penché sur cette question. Non, je suis tout à fait d'accord, et comme j'ai dit, il faudrait avoir au moins un niveau B2 pour tout le monde. Okay? Mais ces critères-là ont été établis par ce qui se passait dans les écoles. Donc, on a regardé ce qui se passait dans les écoles, et dans les écoles d'immersion, c'était surtout des natifs, des gens qui avaient un excellent français. C'est pas que des francophones, en fait. Tandis qu'en français de base, on a des gens certains qui ne parlent pas du tout le français. Donc, on prépare nos étudiants pour aller faire des stages dans les écoles. Et c'est dans cette optique-là. On voulait que le test les empêche d'avoir un échec au stage à cause de leur niveau de langue. Donc, ce n'était pas fait pour avoir les niveaux idéaux, parce que si on faisait les niveaux idéaux, on n'aurait pas d'étudiants et il n'y aurait personne dans les écoles non plus. Donc, c'est un peu les deux. Mais au moins, nos étudiants au français langue seconde élémentaire parlent couramment, sont capables de suivre des cours à l'université en français. Alors, c'est déjà pas mal. Cynthia? Je vais mettre mon chapeau d'administratrice dans un conseil scolaire qui embauche vos étudiants. Et je voudrais parler de recommander une idée plus flexible au sujet de ce qu'il y est ou ce qu'il n'y est pas, comme dire quelqu'un est compétent, point de vue stratégie ou même langue, ça dépend du contexte. Alors, on cherche aussi les enseignants qui vont continuer à vouloir apprendre, à s'appuyer dans des communautés d'apprentissage et qui, peut-être, ils ont fait leur stage dans une école d'immersion où il n'y avait pas beaucoup de problèmes à la maison. Le premier emploi, c'est dans un autre voisinage. Ils ont beaucoup de problèmes. Alors, quand on pose nos questions dans des entrevues, il y a même très peu de questions sur la pédagogie. Il y a beaucoup de questions basées sur cette idée de résolution de problèmes, de vouloir collaborer avec ses collègues, de vouloir aller chercher les enfants
investir dans les identités des élèves. Alors, il faut avoir un équilibre. Malheureusement, si vous classifiez les étudiants maths selon leur score, leurs résultats dans le test, vous allez arriver avec quelques étudiants maths qui veulent enseigner à l'élémentaire, mais leur score est trop bon ou trop mauvais pour être dans la catégorie où ils veulent être. Et nous, si on a des programmes de formation continue et des partenariats de collaboration entre les conseils scolaires et les universités, on peut faire toutes sortes de choses pour créer un environnement de formation continue et de lifelong learning. Et ça, c'est aussi important. Et la réalité, c'est que on a beaucoup d'applications de ceux qui n'ont pas réussi au test, donc ils étaient au secondaire français langue seconde, beaucoup trop de stagiaires dans les programmes de français langue seconde, où ils auraient pu peut-être, avec un certain appui, faire leur stage dans une classe d'immersion précoce, ou tardive, ou intensive, c'est une autre possibilité. Alors, il y a d'autres facteurs, beaucoup d'autres facteurs à considérer, et je me demande si l'idée c'est que vous êtes placé là où vous avez réussi au test ou pas. J'ai déjà travaillé avec un groupe d'étudiants à Simon Fraser, de gens qui n'ont pas réussi au test, et la moitié était d'héritage francophone, et moi j'étais anglophone, leur prof.